Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro de Master Mag. Aujourd'hui, nous accueillons Valentine qui a réalisé un reportage sur un an de la guerre en Ukraine. Ensuite, nous parlerons de la situation de la Turquie, victime de puissants séismes, puis de l'affaire Pierre Palmade et finalement, nous terminerons sur un nouveau mode de consommation, la seconde main, qui se développe de plus en plus en France. Bonjour Valentine, nous allons tout de suite regarder votre reportage. Bonjour Juliette. Aujourd'hui, vendredi 24 février, ce sont les 1 an de l'invasion russe en Ukraine. À l'occasion de cet anniversaire tragique, la maison Folie Oisem organise un rassemblement Pont de Kharkiv à Lille. À l'occasion, des familles de la diaspora ukrainienne et des associations se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes de cette guerre qui ne devait durer que 2 semaines. Depuis le déclenchement de la guerre, la ville de Lille, jumelée avec Kharkiv, se mobilise tout particulièrement pour l'Ukraine. Aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées pour témoigner leur soutien. Je suis venue parce que je pense que c'est important. Ça pourrait être nous. Et aussi, on n'oublie pas, on est d'une génération où quand même, on sait que nos parents ont connu la guerre. Les conditions étaient les mêmes. Donc, alors, ils ne sont pas forcément partis tous à l'étranger, mais à un moment, ils ont dû quitter chez eux. Et heureusement, ils ont trouvé des refuges en France. Et voilà, ça s'est passé comme ça aussi. Parmi les nombreuses associations présentes, des enfants des centres de loisirs lillois ont chanté des chants ukrainiens. L'émotion se lit sur les visages. Depuis le matin, je pleure. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer parce que c'est, pour moi et pour tous les Ukrainiens, c'est trop triste. Je veux revenir parce que mon mari il est resté là-bas et il n'a pas le droit de sortir du pays. C'est très dur et il y a beaucoup déjà les gens qui sont déjà morts. Et moi je veux qu'il y ait une seule chose, que cette guerre va finir le plus tôt possible. Martine Aubry, la maire de Lille, était présente sur les lieux pour renouveler son engagement envers les Ukrainiens. Alors Poutine, il voulait une guerre éclair, il ne l'a pas eu. Il n'a pas eu parce qu'il n'a pas su qu'il avait en face de lui les Ukrainiennes et les Ukrainiens, tout simplement. Un peuple de courage, un peuple qui n'a jamais baissé les bras. Quelles que soient les horreurs que l'on a pu découvrir, et je ne reviendrai pas sur les villages tels qu'on les a vus, quand on a tiré, alors qu'on avait fait des couloirs humanitaires, quand on a tiré sur les voitures avec des hommes et des femmes qui s'enfuyaient avec leurs enfants, on ne reviendra pas sur tout cela. Si on est là aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a 1 an, on espérait qu'on ne serait plus là aujourd'hui. On ne serait plus là. Mais ici, en tout cas, à Lille et dans la métropole, nous avons accueilli 975 Ukrainiens. Nous avons déjà réussi à l'île de Lille, nous avons mis en place une cellule emploi et logement. Et chacun, je le dis ici, doit faire appel à ses réseaux, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour faire embaucher notamment des Ukrainiennes, puisque nous avons surtout des Ukrainiennes. Et aujourd'hui, entre 50 et 80 travaillent dans la restauration, dans la couture, pour ne prendre que ces exemples-là. Et nous avons pu leur trouver un logement autonome, ce qui évidemment est l'espoir de chacun. C'était un rassemblement très touchant. Malheureusement, la guerre en Ukraine n'est toujours pas terminée et les appels aux dons restent ouverts. Alors Valentine, y avait-il seulement cet événement ou d'autres commémorations dans le cadre de l'anniversaire de la guerre en Ukraine? Alors non, la maison Folie Oisem organisait aussi la projection d'un film documentaire sur les affrontements entre Russes et Ukrainiens. Et les réalisateurs de ce film étaient également présents pour répondre aux questions des invités lors d'un cocktail organisé toujours par la maison Folie Oisem. Et pourquoi avoir choisi ce pont pour effectuer la commémoration de soutien envers Kharkiv? Alors c'est assez symbolique parce qu'en fait Kharkiv c'est la ville qui est jumelle en Ukraine à Lille. Et à l'origine c'était le nom du pont c'était le pont de Kharkiv qui est la prononciation russe de la ville de Kharkiv. Et au moment de l'invasion des Russes en Ukraine, la ville de Lille a décidé de changer en Kharkiv qui est la prononciation ukrainienne pour apporter son soutien au peuple ukrainien. Merci Valentine pour ces précisions. Pas de problème. La Turquie a été victime de terribles séismes et depuis, la solidarité s'organise pour aider les victimes. Un reportage de Yasmine Meziani et de Saïd Chaibi. Le 4 février, les séismes de Gaziantep et Kahramanmaraş ont secoué le sud de la Turquie. Bilan, plus de 40 000 morts. C'est dans ce contexte que la diaspora turque s'engage. À Roubaix, la mosquée Eyüp Sultan planifie depuis plusieurs semaines des convois humanitaires.
on récolte des dons financiers et matériels. Donc on reçoit à l'entrée, il y a une réception des dons. Après on trie. Il y a différents secteurs. Il y a le secteur textile, il y a le secteur tout ce qui est bébé, il y a le secteur hygiène, alimentaire et santé. Donc tout est éparpillé. Après on met en carton. Donc on a plusieurs cartons. Et après on compte, on ferme, on met une étiquette pour dire ce que c'est. Après on met en palette, on fait un listing et après c'est stocké à l'ALMA dans un dépôt et après on envoie en fonction des priorités. Donc c'est-à-dire qu'on a des palettes avions, on avait le droit à un avion par jour, du coup on envoyait tout ce qui est santé, on envoyait tout ce qui était vraiment les choses importantes, tout ce qui est premier secours. On a envoyé près de 500 générateurs, ça c'est quelqu'un qui allait sur place. Et les avions, en fait on est directement avec AFAD, donc c'est l'association même qui aide la Turquie, qui prend en charge du coup les palettes avions, c'est envoyé à eux en fait. Au tout début, nous étions pratiquement une bonne 200 voire 300 personnes de bénévoles. Nous avions beaucoup de palettes. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de palettes qui ont été faites. Nous continuons. Et donc avec le temps, en fait, ça s'est diminué parce qu'il y a les gens qui reprennent le travail. Ça fait 3 semaines et demie que je suis là. Je suis très malade parce que je suis tout le temps là en fait. Et franchement, il y avait une très belle solidarité. Je ne peux pas dire le contraire, je crache derrière personne. Franchement, c'était incroyable. Les gens, ils venaient même pour 30 minutes, 10 minutes, ils venaient, ils aidaient, ils repartaient. Et j'ai découvert une solidarité incroyable et ça m'a très émue. Les séismes s'ajoutent aux crises économiques et politiques que connaît le pays depuis plusieurs années. Des élections législatives et présidentielles sont prévues en Turquie au printemps. L'affaire Pierre Palmade a récemment choqué toute la France, révélant un vrai problème de société, la consommation de drogue. Un reportage de Lilou Massé-Lapère, Arthur Picot-Gatineau et Inès Pelletier. Vous en entendez parler sur tous les médias en boucle depuis une dizaine de jours. L'acteur Pierre Palmade a été arrêté pour les chefs d'accusation suivants: usage de stupéfiants, cocaïne plus précisément, et homicide involontaire. Un événement qui nous pousse à nous interroger sur le lien qu'on entretient à cette drogue en France. Alors on s'est donné rendez-vous ici, à la citadelle de Lille, pour interroger les Lillois sur leur rapport à cette drogue et ce qu'ils pensent d'une possible régularisation de l'usage de la cocaïne. C'est tout de suite avec moi. Allez, on y va. On va voir s'il y a quelques personnes qui s'y connaissent en schnouf ici. Donc ma première question c'est, est-ce que tu as vu déjà ou est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Pierre Palmade? Oui, bien entendu, on entend parler partout. J'ai vu ça, ça en parle partout là sur les réseaux, sur la télé. On est un peu envahi en ce moment, donc ouais. Ouais, moi j'ai entendu parler à la télé. Pareil, la même chose. Ouais. Moi aussi. On a entendu parler, c'est bien ce qu'on se disait. Avec ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que la cocaïne est banalisée aujourd'hui en France? Oui, évidemment qu'elle est banalisée. Ne serait-ce que dans le secteur de la restauration où c'est très 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 courant, où nous en école de commerce il y a quelques fils à papa qui prennent de la cocaïne. Ouais, carrément. On en trouve partout. Enfin, moi je vois, genre, tu sors dans des bars, dans des boîtes, t'en trouves facilement. Je dirais que dans certains milieux surtout c'est quand même vachement banalisé, c'est un petit peu problématique d'ailleurs, mais je dirais surtout les milieux aisés quand même, dans mon imaginaire en tout cas c'est surtout ça, parce que c'est quand même assez cher quoi, et c'est problématique surtout quand on voit les conditions de production quand même de la cocaïne dans le monde, voilà. Est-ce que dans votre entourage proche ou lointain, certaines personnes en consomment occasionnellement ou même de manière régulière? J'ai entendu une lointaine connaissance, mais non, pas dans mon entourage proche en tout cas. Non, moi personne. Alors oui, moi j'ai un ami et c'est un vrai problème en ce moment qui en consomme de manière très très régulière, notamment à cause de la restauration. Et qui aujourd'hui, au début quand il m'en parlait, il me disait qu'il n'y avait aucun risque, que c'était super, qu'il n'y avait pas de gueule de bois le lendemain. Et aujourd'hui il est limite à partir en cure de désintoxication, donc... Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui les a poussés, quel facteur a favorisé cette consommation-là? Tu sors en soirée, t'as un pote qui en prend, tu te dis pourquoi pas, t'es dans le truc et ça va vite quoi. J'ai entendu une lointaine connaissance, mais non, pas dans mon entourage proche en tout cas. Non, moi personne. Est-ce qu'on vous en a déjà proposé et dans quel contexte? Oui, on m'en a déjà proposé, notamment dans le contexte festif tout simplement. Ouais, on m'en a déjà proposé, mais moi je fume pas, je bois pas, donc moi c'est vite réglé, mais c'est en soirée, tout le temps en soirée. Non, moi jamais.
Non plus, non. Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu trouves qu'il y a assez de sensibilisation sur l'usage de la cocaïne en France? Non. Non, bah après c'est le cocaïne comme les autres drogues, je trouve on va nous dire que c'est pas bien, qu'il faut pas en prendre, mais enfin bon, dans les écoles on n'en parle pas par exemple. Donc j'ai eu la chance au collège, on m'a fait une sensibilisation, c'était un toxicomane qui est venu nous faire un témoignage et c'était super intéressant et ça a un peu marqué tout le monde, donc répéter ce genre d'action c'est pas mal. Non, pas spécialement en tout cas pas auprès des jeunes. C'est surtout focalisé sur le cannabis quand même, je dirais. Donc non, je pense pas. Ouais, c'est clair, et je pense que du coup c'est plus adapté au fait qu'il y ait moins de consommation de ce type de drogue chez les jeunes. Du coup la sensibilisation est forcément un peu moins forte, mais du coup je sais pas à quel point on en aurait plus besoin dans le... Comme vous avez pu le voir, sur plus de la moitié des personnes interrogées, tous ont déjà eu une proposition de consommation de cocaïne, ce qui vient confirmer le chiffre inquiétant de 11% de jeunes qui ont déjà essayé la cocaïne ou le crack. Et le vrai problème qui se pose, c'est celui de la sensibilisation. Comme vous avez pu l'entendre, tous affirment qu'il y a un gros manque de sensibilisation, ou bien elle est quasiment inexistante. Bonjour Arthur. Bonjour Juliette. La consommation de drogue est-elle en hausse en France ? Oui, la consommation de drogue est en hausse en France, notamment dans la tranche des plus jeunes âges. Selon un rapport de l'Ipsos en 2021, les 18-30 ans seraient en moyenne 84% à consommer du cannabis et une bonne cinquantaine à consommer de l'alcool. Donc on a une hausse de la plupart des drogues sur un panel assez jeune. Et avez-vous d'autres chiffres sur l'usage des drogues en France ? Alors oui, on a d'autres chiffres et les plus inquiétants, comme on a pu le montrer dans le reportage, sont ceux qui sont notamment sur la cocaïne. On est quand même passé en l'espace de 5 ans de 5% de la population jeune, donc 18-30 ans, qui en consommait régulièrement à 11%, ce qui inquiète énormément les autorités publiques, puisque c'est un réel problème de savoir que une jeune population est en proie à ça, quoi. Merci Arthur pour ces précisions. De rien. La seconde main est en plein essor en France et les friperies se multiplient dans les rues de Lille. Un reportage de Bénédicte Piram et de Juliette Paul. Le prêt-à-porter est la troisième industrie la plus polluante aujourd'hui. Dans la société dans laquelle nous vivons, la réutilisation de tissus paraît essentielle. C'est dans ce contexte que nous sommes allés à la rencontre des friperies qui sont à contre-courant. 3 commerçants de la rue Gambetta ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Oui, à Lille, on a beaucoup de plus en plus, parce qu'avec la conjoncture actuelle et les augmentations des taxes et tout ça, les gens ils viennent plus dans les friperies pour acheter la seconde main. Un nouveau mode de consommation où chacun y trouve son compte. En fait, on accueille tout le monde. Donc, toute la population, comme des avocates, comme des youtubeurs. Donc justement la seconde main empêche justement tout ça de gaspiller, de refabriquer des vêtements à chaque fois. Nous ça peut aller de 3 € comme actuellement je crois que c'est 45 € le plus cher, je crois. Des prix réduits et des vêtements rétro, c'est ce qui semble plaire aux clients. En France, le marché du textile de seconde main est estimé à 1,16 milliard d'euros. 91% des Français auraient d'ailleurs déjà acheté un bien de seconde main. Les plus gros consommateurs ont entre 25 et 37 ans, selon une étude Fairdop. Les millennials sont le groupe de tête parmi les consommateurs. Viennent ensuite les 18-24 ans qui représentent 16%. Nous avons donc voulu en apprendre plus sur les différentes motivations des clients. C'est pour moi même pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose il y a toujours eu des gens qui se sont habillés en seconde main. Après c'est comme tout, c'est des cycles et du coup parfois certains mouvements ont un peu plus de lumière à un certain moment qu'à un autre. Là c'est une question aussi d'esthétique. Il y a des gens qui sont très contents de trouver des vêtements qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. En fait chaque client est différent et vient pour des raisons différentes. Donc Il n'y a pas de profil type pour acheter des articles de seconde main. La seconde main est avant tout un geste écologique qui permet d'éviter la fabrication de nouveaux produits et d'allonger la durée de vie des vêtements. La plupart des clients des friperies affirment faire leur achat par goût pour la mode et passion pour le rétro. Cependant, 48,8% d'entre eux achètent pour limiter son impact environnemental. De plus, ils réaliseraient entre 25 et 50% d'économies. Un pari gagnant. Comment dire ?
Je sais pas, on ne sait pas du tout comment ça va, comment ça risque de se passer, mais il y a des grands changements dans le prêt-à-porter de première main qui ont lieu actuellement. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. En Europe, le marché de la seconde main pèse 86 milliards d'euros. Les vêtements d'occasion doivent d'ailleurs dépasser la fast fashion en 2027. En 2021, par exemple, 2,8 millions de téléphones reconditionnés ont été vendus. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 achètent des vêtements de seconde main. Un bel avenir se profile donc pour le secteur. Les friperies sont donc en plein essor aujourd'hui. Elles séduisent tout le monde, les jeunes comme les moins jeunes. C'est tout pour ce détour dans l'univers de la seconde main. Bonjour Bénédicte. Bonjour Juliette. Alors la seconde main est-elle révélatrice d'un changement de mentalité chez les Français ou est-ce seulement un phénomène de mode? Non, c'est un tout, c'est un changement de mentalité parce que nous sommes quand même dans un contexte où il y a de la surconsommation, de la surproduction. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui mobilise énormément de Français tout au long de cette année. Et est-ce que la seconde main est influencée par les problèmes économiques actuels tels que l'inflation? Est-ce que cela pousse les gens à naturellement plus consommer des produits plus accessibles? Ah oui, bien sûr. Surtout lorsque nous avons réalisé ce reportage, le tout premier commerçant nous disait que ces prix allaient de 4 à 45 euros pour l'article le plus cher. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une véritable économie entre la seconde main et les prix que nous pouvons trouver lorsque nous allons dans un magasin d'habillement. Donc effectivement, compte tenu de la conjoncture, c'est bien plus simple pour les consommateurs de se rendre en friperie. Merci Bénédicte pour ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de notre édition de Master Mag. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition.